soit des coups de pied, soit des coups de poing. Tu te fais graffiner, tu te fais cracher dessus, tu te fais mordre. Je vais te casser la gueule, je vais t'arracher la tête. Bon, une menace de mort, mais que je sorte d'ici, j'ai mieux de pas te rencontrer sur la rue. Je pratique la médecine d'urgence par conviction. J'adore ça. Mais je me pose la question au point de me faire tabasser. La crise de chienne, à la salope, à la sans-cœur, à l'hostie de vache. C'est des termes qu'on a souvent. Il y en a qui utilisent le matériel que nous, on utilise comme arme. Nous autres, on a des seringues, on a des marteaux réflexes, on a des suctions rigides. Les liquides biologiques. Essayez de vous faire l'image d'un pot d'urine là, qui est lancé vers toi. Que 2 policiers amènent le patient menotté. Un grand monsieur, 6 pieds 4, 6 pieds 5, peut-être 250 livres, va frapper les 2 infirmières sans arrêt. Notre infirmière a été défigurée. Mais c'est tellement banalisé et c'est, à mon avis, le cœur du problème. Rien n'est fait. Nous, le premier message qu'on dit aux travailleurs qui sont victimes de violence, c'est « faut en parler ». Je m'appelle Daniel. Dans le domaine de la santé, je suis préposé aux bénéficiaires. Maintenant, je travaille comme serveur. Daniel fait partie des employés dévoués que la violence a fait fuir du milieu de la santé. Et voilà. Donc, j'ai le bonjour, la mort pour madame. Rien, le jarret d'agneau pour monsieur. Est-ce que j'apporte autre chose? Bon appétit. De rien. Suite à plusieurs blessures que j'ai vécues, donc j'ai eu des entorses au niveau de la colonne vertébrale. En dernier, en fait, ce qui m'a fait vraiment ce qui m'a fait penser à changer de domaine, c'est une blessure que j'ai reçue d'un patient. C'est un coup de poing dans le cou. Donc, j'ai fait de la CSST pendant 6 mois, donc ergo, physio et à la fin chiro. J'ai eu des douleurs pendant pratiquement 1 an et demi. Il y a une petite parenthèse à souligner aussi, vous savez que le chantier dans les cibles est très actif. Donc, on va faire une mise en scène de l'événement qui est arrivé. Tu vas être un patient qui va être agité. Donc, tu vas être très tendu, comme si tu étais dans un cauchemar, mais ça se reflétait dans la réalité. Donc, tu n'es pas nécessairement conscient de ce qui se passe. Donc, Nous, on fait quoi? toi, tu es le préposé aux bénéficiaires. Oui. Fait que tu t'appelles Daniel, fait que tu vas pouvoir venir t'asseoir ici. OK. Personne n'est témoin de la violence que vit un préposé aux bénéficiaires au quotidien. C'est pourquoi Daniel Trudel a accepté de mettre en scène pour nous la dernière agression dont il a été victime. Donc, toi, tu sais que le patient, il a déjà mordu un médecin, qui a déjà blessé d'autres personnes du personnel. Fait que tu sais que c'est déjà un cas qui peut être problématique. Grosso modo, c'est que toi, tu forces, la main à part, puis toi, en même temps, tu avais fini, fait que t'es en train de parler avec ta collègue, puis là, tu as mangé le coup ici, vraiment comme ça. OK. C'est comme ça que la blessure est arrivée. Ça roule. Vous êtes prêts, vous pouvez y aller. Action! C'est coupé. C'est épuisant. Imagines-tu passer ta journée au complet comme ça? Chris, hein? Tu pourrais se reposer, être enragé? Non. C'est réaliste, il y a des cas qui sont plus extrêmes que ça, il y en a qui sont moins. Il y a tout type de cas. C'est ce que les gens ne voient pas chez eux. C'est comme si je sentais que je leur mangeais encore. Puis en même temps, je trouve que c'est épuisant, même pour moi qui ne joue pas la scène. Juste le fait d'y repenser, je suis déjà sénère, puis pourtant, je participe pas à la scène, mais je l'ai vécu. Puis après 3 ans de carrière, lors de l'événement, c'est pas quelque chose que je veux risquer à nouveau.
d'échange, c'est juste ici. Dans le fond, comment on vous procédez? Vous vous asseyez sur la chaise et la personne va venir vous répondre. Pas de problème. On est rendu à combien de semaines? 33. 33. Le docteur Nicolas Lazari a été violemment attaqué pendant qu'il soignait un patient. Muselé par son secret professionnel, il ne peut divulguer le contexte et les détails de l'agression. Puis je vous en parle après ça. D'accord? Oui, merci. Ça marche, salut. Ce que vous voyez, c'est mon crâne. En fait, c'est le scanner du crâne. L'os a fracturé puis a rabaissé. Donc, à cause de ça, j'ai eu de la misère j'ai vu double pendant un assez long moment, plusieurs semaines. Des douleurs au niveau du visage, le trauma crânien. J'ai eu des conséquences quand même de ce traumatisme-là. Arrêt de travail, je peux plus conduire. Si ça devenait permanent, je pouvais plus pratiquer la médecine d'urgence. Oui, c'est avec la Lazari de l'urgence, ça va bien? Ça envoie un message plus fort aux instances qu'on veut interpeller, par exemple, pour pouvoir leur en parler que c'est un problème. Le jeune médecin fait de la violence dans le réseau de la santé son cheval de bataille. Il sonde ses collègues des urgences partout au Québec pour ensuite interpeller le gouvernement et les décideurs. On s'est occupé avec des gens qui sont violents, qui nous tirent du jus en bon québécois. Ben c'est clair que la personne à côté qui a une pneumonie, ben peut-être que j'aurai pas le temps aussi vite de répondre à ses besoins. Puis la littérature mondiale dit qu'on est, les personnes médicales, jusqu'à 16 fois plus à risque de se faire agresser au travail et en dehors du travail qu'un policier ou un gardien de prison. Ça laisse à penser de manière significative que notre profession est relativement dangereuse. Dans son centre hospitalier, plusieurs collègues de tous les corps de métier et départements ont aussi goûté à cette médecine de la violence, autant physique que verbale, de la part des patients et des membres de leur famille. C'est toujours de dire qu'on fout rien, qu'on se poigne le derrière, qu'on passe notre temps à dormir, qu'on est payé à rien faire et tout ça. Il y a les violences verbales aussi où on se fait traiter de tous les noms. Chez les gars, ben, on se fait traiter de connotations sexuelles, tapette, PD, et de façon vraiment vulgaire. Violence verbale, les menaces. Il y a des quarts de travail où ça va être 10, 12, 15 fois répétitif. Ou j'ai une collègue où est-ce que laquelle ça fait carrément sauter dessus, puis à coups de poing, puis ça façait, puis, tu sais, mais avant que tu interviennes, il y a un laps de temps. Alors qu'on est là pour donner des soins. On n'est pas dans un ring de boxe, mais on est confronté à cette réalité-là quotidienne. J'ai déjà vu des gens complètement défaire la salle où ils étaient, là, arrachés au mur, les appareils pour vérifier les oreilles, les suctions, les appareils oxygènes, les moniteurs, ça se voit, là. Ça peut être la brocheuse ou la troueuse, là, puis là, ça devient des armes excessivement dangereuses. Simplement un crayon. On n'est pas armé, on n'a rien, là. On met beaucoup de moyens pour assurer la sécurité des patients, améliorer les soins pour les patients. Quand c'est temps de protéger le personnel, quand c'est temps d'aider le personnel, on dirait que là, on est moins prêt à mettre les moyens. Moi, depuis les années que je travaille là, 100 pas 99,9, 100 des gens ont subi toutes sortes de violences et pas juste des insultes verbales, là, des pseudo-menaces, à tout le moins verbales, allant jusqu'aux atteintes physiques. 100 C'est moi qui ai reçu le patient au poste. Il y avait des petites sacoches bananes à sa ceinture, puis j'ouvre son sac banane. Et c'était une bombe artisanale que monsieur avait fabriquée. Et par la suite, en ôtant sa ceinture, il y avait un revolver à la ceinture. Il enlève son pantalon. Le pantalon, il avait les poches pleines de balles. Je reviens au poste. J'ai un autre collègue derrière moi qui avait son sac. Il avait un 410 coupé, chargé. Alors, on est chanceux qu'il n'en arrive pas plus souvent.
excessivement chanceux. C'est connu, ça. C'est connu que les portes sont ouvertes. Puis le contrôle des portes, il n'y en a pas vraiment parce que on a un droit à avoir des soins, donc les gens peuvent rentrer. La violence, c'est loin d'être banal dans le milieu de la santé. Stéphane Gay est spécialiste de la violence en milieu de travail. Bonjour, Étienne. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ben oui, ça va. Ces recherches démontrent que la proportion du personnel de la santé violenté est extrêmement élevée. On a pu trouver que la prévalence, en fait, de la violence physique, ça peut aller jusqu'à 65-70 % dans certains milieux. Au niveau de la violence verbale, c'était encore plus prononcé, là, et on peut facilement penser que là, on a des pourcentages qui vont varier plutôt de l'ordre de 40 à 80, 90 %. Si tout le personnel du réseau est victime de violence, ceux qui travaillent en première ligne, dans les urgences, sont particulièrement à risque. Ça fait 13 ans que je travaille de nuit à l'urgence à l'hôpital Saint-Sacrement. Je suis infirmière, assistante infirmière-chef, donc une autre nuit qui s'annonce pour moi. C'est sûr que quand on part travailler, la violence, on l'a toujours en tête, on ne sait jamais ce qui va nous arriver. Je souhaite vraiment de tout mon cœur que ça n'arrive pas cette nuit. Vous êtes monsieur? Serge Blais. Bonne réponse. Mon nom, moi, c'est Manon. Oui. J'ai donné un petit coup de main à Marc, votre infirmier. OK. On va faire votre taux de sucre puis vos signes de vie. OK. Non, ça, c'est vraiment très, très, très calme. Je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus. Là. C'est hors norme. Quelquefois, on a la boule dans tout pète, on n'arrive pas à fournir, on court partout. OK, c'est ici, là. Oui. OK, ça me va. C'est bien beau. Bon, je le referai plus, promis. Pas en goutte dans les jambes? Je vois qu'il est agité et qu'il y a des contentions. Oui. Fait que lui, il a été piqué. Il a reçu de l'Aldol 2 fois. Il y a eu des... Là, la famille a tordu les contentions parce qu'il était beaucoup agressif. S'il essaie de nous mordre, s'il essaie de nous frapper, s'il nous montre les poings, si on sent que notre vie peut être en danger, c'est sûr qu'à ce moment-là, on utilise les contentions, les salles d'isolement. On peut-tu demander au docteur Elazari de venir, s'il vous plaît? La situation la plus redoutée, le code blanc. Le personnel doit maîtriser un patient dangereux pour lui-même ou pour les autres. Ouais, mais là, moi, je veux partir. Là. Non, mais il y a comme vraiment deux choix qu'on pourrait fonctionner. Un, vous collaborez, vous asseyez, on fait ça le plus dignement possible. Mais si c'est des violents, il va falloir qu'on se souhaite à plusieurs pour vous retenir. On y va. Je pense qu'il n'y a personne qui aime ça, faire ça à un patient, puis il n'y a personne, je pense, comme patient qui aime se faire ça. Pourtant, il y a beaucoup de patients qui s'arrivent à répétition malgré tout. On peut se calmer la situation, c'est temporaire qu'on fait ça. Je suis désolé qu'on est rendu là, mais on n'a pas le choix. Dans un même corps de travail, on peut en avoir quelquefois, je me suis déjà rendu jusqu'à 6 ou 7 dans un même corps de travail. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des blessures dans les codes blancs. Je suis convaincu que la majorité des personnels infirmiers, c'est déjà arrivé qu'il y ait eu quelque chose de, entre guillemets, pas si pire que ça, comme exemple, avoir reçu un pied, que c'est juste sensible, puis c'est tout, jusqu'à crachats, morsures, de menaces de mort. On a même des cas d'exception, parce que quelqu'un s'est fait carrément battre avant qu'on puisse intervenir. S'il faut qu'on soit encore plus de monde, on va l'aider. Vous ne pouvez pas gagner actuellement, OK? Aidez-vous, là. C'est de rester calme. J'ai fait une petite étude au niveau de mon milieu, autant jour, soir, nuit. J'ai demandé à mes collègues de travail de répondre à un questionnaire sur combien de fois ils subissaient de la violence au cours d'un mois, des choses comme ça. Puis les données ont été comme vraiment surprenantes. Si jamais vous faites des menaces comme ça, le prochain coup, je vous avertis, on porte plainte à la police. On n'accepte pas ça. D'accord. La plupart de mes collègues subissaient en moyenne entre 10 et 12 agressions, autant physiques que psychologiques ou verbales, sur une période d'1 mois. Check. Ouais, thanks. Ouais.
Il y a des types de clientèle. On parle des visiteurs, souvent des accompagnateurs et tout ça, qui, dans la société, des fois, vont être peut-être prompts à réagir. Donc, ça, c'est verbal, beaucoup, avec souvent des regards, puis passe souvent devant l'endroit où on fait le triage et tout ça. Ensuite, il y a une autre catégorie. Des fois, les personnalités se mêlent, là, mais qui ont des traits antisociaux importants. Dans la société, c'est problématique. Fait qu'imaginez-vous quand ils viennent dans un milieu de soins. Tabarnak, y'a-tu quelqu'un qui va venir coller? J'attends de pleureur! Donc, eux, ça va être de l'arrogance extrême, des menaces verbales, de mort et tout ça. Menaces physiques. Et la dernière catégorie, c'est justement les gens en santé mentale qui, eux, souvent arrivent en état de crise. Ils sont ramassés chez eux contre leur gré. La famille appelle la police les a menottés, tout ça. Ils arrivent chez nous. Et là, nous, on a à finalement intervenir. C'est comme son 5e patient qui rentre puis qui est violent, puis que c'est le 2e patient menotté par les policiers qui t'amène, puis qui se débat comme pas possible, puis qui dit qu'il va massacrer tout le monde. Dans le moment, tu sais comme, là, on pourrait-tu, s'il vous plaît, calmer le jeu? Là, ça devient très difficile au niveau psychologique, je trouve. Je suis quand même assez costaud. C'est sûr que me voir en état de crise, ça fait peur. J'ai malheureusement envoyé 3 personnes à la CSST qui étaient blessées. Il y avait des fractures, des membres fracturés, là, des bras, des trucs comme ça. Là. Des commotions cérébrales. Non, c'est pas des petites blessures. Moi, je suis père aidant ici. Donc, ça fait quand même 5 années là, que je travaille avec l'Institut, l'Institut universitaire santé mentale de Québec. Je suis aussi chargé de cours à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Luc Vigneault est atteint de schizophrénie, aujourd'hui parfaitement contrôlée. Son expérience comme ex-psychiatrisé lui permet de sensibiliser la direction de l'hôpital au point de vue des usagers pour améliorer l'organisation des services et éviter les montées de violence. Quand tu te présentes à l'urgence, très calme, en disant « Bonjour, je suis pas bien, là. Gardez-moi. Je suis vraiment pas bien. Les voix me commandent de faire des choses épouvantables. » On va se rencontrer quelqu'un, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec vous, monsieur? Non. Vous êtes seul? Oui. Généralement, ça va tasser, ça va passer, puis où va-t-on chez vous? Alors, on développe, j'allais faire des crises. Pour être entendu. On va rencontrer quelqu'un! Là, si je casse 2, 3 affaires, ils vont appeler mon équipe de football. Là, ils vont me prendre au sérieux. Moi, je pense que les urgences sont pas adaptées adéquatement pour accueillir des gens qui ont des troubles de santé mentale ou qui sont en délire, etc. Il faut que tout le monde passe par le généraliste avant de parler au psychiatre. Donc, tu attends un temps fou pour voir le généraliste, fais une référence en psychiatrie, tu retournes dans la salle d'attente, tu attends encore un temps fou, puis le psychiatre arrive. Alors, pourquoi? Dites-moi pourquoi on ne peut pas accéder à un professionnel de la santé mentale quand on arrive dans les urgences. Ça c'est une incompréhension pour moi. T'sais. On a l'impression, comme soignant, de plus être quasiment des intervenants sociaux que d'être des infirmiers. Puis on a l'impression que dans l'autre de patients qu'on a, ça prend des proportions qui sont beaucoup plus grandes que ça devrait prendre, à mon avis. L'urgence est sursaturée. On parle en fait d'un taux d'occupation de 300 %. Le personnel exténué a peur de commettre des erreurs. Quand on s'est mis à avoir des heures d'attente incalculables, trop longues, on a vu beaucoup plus de violence des patients, des familles, des personnes qui accompagnaient les malades à l'urgence. Ah, ben, il est tanné d'attendre. C'est pas une raison pour casser le nez de l'infirmière, là. Puis c'est pas une raison pour rentrer l'autre dans le mur. T'attends parce qu'il y a une raison. Il y a un système de santé qui est malade.
on va se le dire. Puis on corrige pas. Et on met de la pression sur le personnel. Quelqu'un il est mort ou sur le bord de mourir, on fait la job. On travaille fort, on travaille là. On n'a pas le choix. On joue avec la vie et la mort de la personne. On finit ça, soit qu'on réussit à le sauver, soit qu'on ne réussit pas à le sauver. Après qu'on ait fini ça, on retourne voir les autres patients qu'on a à voir. Puis là, justement, ça arrive invariablement qu'après ce cas-là, tu vois une autre personne. Là, ben là, vous pognez le beigne, hein? Ça fait longtemps que j'étais en compagnie. Il faudrait que le monde comprenne ça. On a le même bateau. Tout comme dans les urgences, le personnel qui travaille en psychiatrie est à risque de subir de la violence. Une infirmière de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec a vécu vraiment une expérience traumatisante. Le patient a battu sauvagement l'infirmière à coups de barre de fer, une barre qu'il avait arrachée dans une salle de bain. Et l'infirmière, la femme que vous voyez, Louise Marcoux, a dû subir 8 points de suture pour soigner sa blessure à la tête. Le patient, lui, Jimmy Bilodeau-Massé, a été jugé à... Alors, bon matin. On va commencer notre plan de match. Donc, Monsieur D, qui est en isolement dans la 4, potentiel le plus dangereux aujourd'hui. Il a fait des menaces de mort auprès de membres du personnel en début de semaine. Donc, évidemment, on a encore des comportements. Chez les gens qu'on a évalués en milieu psychiatrique qui avaient vécu 8 événements au cours des 12 derniers mois, ça dépasse complètement les données officielles qui sont rapportées au Bureau de santé et sécurité. Mais ça a été une grande surprise pour nous. Lui, il a fait un code blanc à l'urgence samedi passé. Ça a pris plusieurs intervenants pour le maîtriser et il a blessé un agent d'intervention. Donc, ici, aux soins intensifs, effectivement, comme c'est les patients qui sont en crise aiguë, nous, on dit ça comme ça, donc les symptômes sont très élevés. Habituellement aussi, ils ne sont pas stabilisés avec les médications parce que souvent, ils sont réhospitalisés parce qu'ils ont arrêté de prendre leurs médicaments. Donc, les symptômes sont très présents. Donc, oui, c'est assez quotidien. C'est sûr que c'est plus les menaces verbales, les attitudes, l'intimidation qui est présent au quotidien. Par rapport au code blanc qu'il a fait, là, hier, la criminologue est venue nous voir avec le plumitif. Puis il a des antécédents de 6 voies de fait, ce monsieur-là. D'accord. Des agressions physiques. Là, effectivement, il y en a eu une en début de semaine, une infirmière qui s'est fait mordre. Mais c'est pour ça qu'on fait le plan de match, dans le fond. Pour pas qu'il arrive d'incident le plus possible, pour préparer l'équipe à se dire, bon, bien là, il y a un facteur de risque. Alors, on va être prudent, on va intervenir à plusieurs, on fait appel à la sécurité. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vous souhaite une bonne journée. Merci. On commence. Lynne Brunet travaille en psychiatrie depuis 34 ans. Elle constate qu'au fil des ans, la violence s'est accentuée dans son département. Elle montre du doigt l'absorption de nouvelles drogues toujours plus fortes. Quand on mélange consommation et maladie mentale, c'est assez explosif. Quand ils sont en intox aussi, on dirait qu'ils ont une force qui est quatuplée, je sais pas, mais ils deviennent très résistants, là, donc c'est plus difficile à ce moment-là. Que j'ai dû intervenir justement auprès d'un client qui était extrêmement agressif envers les membres du personnel. Puis moi aussi, il me fait des menaces de mort et puis en me disant qu'il était il appartenait à une gang de rue. Ça, c'était documenté, donc je savais qu'il disait vrai. Je me sentais pas grosse, comme on dit dans mes culottes. Il disait qu'il savait mon nom et qu'il allait donc me faire la peau. Bon, me tuer et me violer. Dans le fond, c'était ses paroles, là. Je me suis battu. On s'est battu. Ça a été long, pénible, ça a été épouvantable. Alors, je me suis retrouvé ficelé après une civière avec une injection d'aldol à libération rapide. Puis, comme je les avais mordus un petit peu, ben ils m'avaient mis le masque en filet dans la face. J'avais le gros kit. Mais là, t'arrives, t'es un peu en délire, tu sais pas trop ce qui se passe, tu comprends pas trop. Je parle avec la psychiatre, puis elle dit, bon, on va vous garder. Ah, moi, je veux pas rester ici, je me lève, je m'en vais.
Et c'est là que j'ai vu courir 5-6 gros gaillards dans le corridor, ce que j'appelle mon équipe de football. OK, monsieur. Ils m'ont littéralement sauté dessus. Et moi, dans ma perception à moi, c'est une agression. Hein. C'est pourquoi moi, je m'en vais là pour chercher de l'aide, je me fais agresser. Puis le seul prérequis pour travailler ici, dans les années 70, c'est d'avoir des gros bras puis d'être capable de maîtriser les gens. Fait que cette philosophie-là traîne encore, on la voit traîner de temps en temps. Il faut s'en débarrasser. Ça fait effet. Ça fait effet. Ça va pas long. On va se calmer. Aujourd'hui, juste faire un parallèle, on a la méthode Omega qui, elle, appelle à la pacification de la crise, puis va interpeller la personne, non pas à cause du geste qu'elle est en train de commettre, mais ce qu'elle ressent. C'est quoi son émotion présente? Non, non, tabarnak, je reste pas ici! Je m'en vais! Non, toi, là, tu décrisses! Non, je veux rien savoir! Non, non, non! Moi, Omega est vraiment basé sur se rendre le plus possible, amener le plus possible le patient à passer sa crise émotionnelle, sa crise on dit en mots MOTS au lieu d'en mots MAUX. Moi, je reste pas ici si jamais pas la jaquette d'hôpital. Vous mettez la jaquette, on voit le médecin, puis on regarde ce qu'on fait pour vous aider, là. On n'a pas besoin des contentions, là. Non, non, garde. Vous êtes en colère? Oui, je suis en colère, Steve, garde. On est venu me chercher chez Marie-Claude Tremblay est formatrice Omega, un cours privé. Pour elle, il est indispensable que le personnel du réseau de la santé soit outillé pour intervenir contre la violence. D'autant que dans la formation de soins infirmiers, le sujet des agressions est à peine abordé. Monsieur Tremblay, je vous demande d'aller à votre chambre immédiatement. Monsieur Tremblay, je vous demande d'aller à votre chambre immédiatement. On a fait du recadrage et tout ça. Oups, ça fonctionne pas. Donc, dans l'alternative, on va aller dans... Monsieur Tremblay, je vous demande d'aller dans votre chambre seul, ou sinon, vous allez nous obliger à vous accompagner, à vous toucher. La formation est dispensée sur 4 jours. On donne une pyramide d'intervention aussi qui donne vraiment les outils aux intervenants, comment agir de façon psychologique avec les patients qui sont en crise d'agressivité. On leur montre aussi des techniques de dégagement, de poignet, des techniques de dégagement au niveau des étranglements, des techniques de contrôle aussi. C'est vraiment quand même assez large. Je vous dirais que l'étranglement, on l'enseigne parce que c'est une des agressions où c'est vraiment le plus difficile de se sortir puis qu'on est vraiment dépourvu. Fait qu'il faut avoir une vitesse d'exécution quand même assez rapide parce que le temps est compté. Au niveau du pli, on vient chercher l'avant-bras et on vient vraiment mettre tout son poids sur l'avant-bras. Comme ça, dans nos formations de base universitaires, collégiales, il n'y a pas beaucoup de formations là-dessus. Ils font des survols, des 2-3 heures, mais vraiment pour agir avec eux, on n'a pas vraiment de formation. Parfait. Donc, on étrangle. OK. Équilibre. On pivote, on fixe et on sort. Votre réaction va être la bonne pour sauver votre vie, là. Il faut distinguer la dangerosité de la dérangerosité. Tu sais, moi, j'ai été traité pour le cancer. Puis, quand j'allais à mes traitements, quand quelqu'un pétait les plombs, le staff disait « Exprimez votre colère. Hein? Il faut que ça sorte, cette colère-là. Puis, quand c'est adéquat, tu peux crier, tu peux frapper sur la table, puis il n'y a pas de problème. » En psychiatrie, t'as pas le droit d'exprimer ta colère. Dès que tu hausses le ton, tout de suite, code blanc, puis tout de suite, on t'encercle, puis... Donc, à un moment donné, ben c'est ça. Comme je vous dis, à force de ravaler, ben, à un moment donné, la bombe explose, hein. Ici, je vais vous montrer la chambre, une nouvelle chambre qu'on a, qu'on appelle une chambre d'expression de l'agitation. Elle est nouvelle depuis environ 3 mois. Je vais ouvrir la porte. On ne veut pas rentrer. Vous allez voir, dès qu'on entre, le plancher, quand même, il y a une absorption du plancher, comme au cas que quelqu'un puisse faire une chute, parce que c'est ce qu'on veut, c'est que ça soit sécuritaire. C'est mou. Les murs sont recouverts aussi. C'est un revêtement antibactérien et indestructible. Comme elle est insonorisée, bien, il peut exprimer ici
Il peut crier, il peut parler plus fort que ce qu'on tolérerait sur l'unité sans déranger les autres clients. C'est notre nouvelle chambre. Là. On est content parce que les clients l'apprécient beaucoup. On pensait pas au début que ce serait aussi populaire que ça, mais ils le demandent beaucoup. Il y a une violence institutionnelle qu'on voit dans les hôpitaux. Il n'y a pas de souplesse. C'est ça qui est là où le bas blesse. La personne, elle veut prendre sa douche. Ah, il est 9 h, les douches, elle finit ça à 8 h 30. Ça va là demain. C'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que ça peut te faire qu'elle prenne sa douche? Tu sais, il y a des gens qui prennent une douche le soir. Hein? Il y en a qui sont comme ça. Ben, qui arrivaient ici, c'est impossible. Fait que c'est tous des interdits qui fait que les gens pètent le coche. Ça coûte 0,000 cents au réseau. Les professionnels qui travaillent en région sont aussi vulnérables à la violence. La particularité au niveau des régions en ce qui concerne la violence, c'est le fait que nos équipes de travail sont très limitées. Par exemple, dans une urgence où on a peut-être une infirmière auxiliaire, donc une personne pour se défaire de la violence, c'est pas évident. Surtout avec, des fois, on va nous dire, ben la police est pas loin. Écoutez, dans la région, là, en Gaspésie, là, la police, des fois, elle peut être à 50, 70 km du CLSC ou de l'urgence. On a un cas vraiment terrible qui s'est produit à Gaspé, que 2 policiers amènent le patient menotté. On laisse le patient, un grand monsieur, 10 pieds 4, 10 pieds 5, peut-être 250 livres, à 2 infirmières. Et malheureusement, ce qui est arrivé, ce patient-là a fait une crise agressive, parce qu'il était déjà agressif, mais là, ça a explosé. Il a frappé les 2 infirmières sans arrêt. Notre infirmière a été défigurée. C'est que ces 2 femmes-là, leur vie a été sauvée par les autres patients. Et une n'est pas jamais revenue au travail. L'autre est revenue après 2 ans d'arrêt. Bien, avant l'agression, quand j'étais seule avec un patient, honnêtement, jamais j'ai pensé que ça pourrait dégénérer de moi me faire agresser. Pour Rose, une infirmière qui a été agressée violemment dans un dispensaire en région éloignée, réussir à sortir pour prendre une marche de quelques instants est une grande victoire. Elle craint de se faire attaquer à tout moment. Elle est en arrêt de travail depuis plus d'1 an et demi pour stress post-traumatique. Puis je discute avec elle, puis ça va bien, puis elle me dit qu'elle est en colère, elle exprime qu'elle est frustrée, puis tout ça. Là, je lui explique qu'elle va devoir quitter le village parce que moi, je peux rien faire au village. En fait, en plein milieu de la réponse, j'ai vu son regard changer, puis une amorce de mouvement. Elle m'a sauté dessus. J'avais mon crayon dans les mains. J'ai essayé de planter mon crayon dans son bras. Puis à un moment donné, j'ai cru avoir réussi. Puis que là, c'était toute la dualité de dire « Yes, ça va arrêter », puis « Fuck, je viens de blesser une patiente ». Mais à un moment donné, ça faisait vraiment très, très mal. Puis on était rendu presque au sol. Puis j'ai juste... Mon cerveau déconnecté. C'est comme si je m'étais cassé tous les os de mon corps, puis maintenant, il faut juste que je me rétablisse. J'ai demandé d'être à visage couvert parce que entre nous, entre collègues, c'est très tabou. Une infirmière qui tombe au combat. Les autres vont comprendre au début. Il y a une certaine empathie, puis à un moment donné, c'est comme, ben là, il faudrait qu'elle revienne parce que nous autres aussi, on rush. La profession est tellement épuisée, c'est tellement exigeant, puis les conditions sont de plus en plus mauvaises, on se le cachera pas, que aussitôt qu'il y en a une qui prend soin d'elle, c'est comme si c'était mal vu.
Bien, c'est la nuit, il est 4 heures du matin. Je rentre près du patient et là, je lui dis à l'oreille que je viens de lui faire des signes neuro. Je lui demande de se tourner un peu, je l'aide à se tourner sur le dos. Et puis, je lève les couvertures. Et quand j'arrive ici, le coup de pied est parti. J'ai reçu le coup de pied cerveau. Nancy Lalancette est infirmière dans un centre de soins de longue durée, un CHSLD, un autre milieu où la violence à l'égard du personnel est très élevée. Puis son geste, c'était-tu un geste vraiment pour vous faire mal ou si c'était une personne confuse ou le fait de se faire réveiller qui... C'est une personne confuse. OK. C'est pas... La plupart des gens qu'on a sont tous confus. Ça roule. 3, 2, 1, action! Les personnes âgées, on les considère moins, disons, à risque de commettre ce genre de gestes-là, surtout des gestes de violence physique. Mais il en demeure pas moins que parfois, par réaction, par crainte de quelque chose, ben ils peuvent se trouver à faire en fait un geste brusque, mais qui peut causer une lésion physique aux intervenants, aux préposés, par exemple. Ça vient nous chercher, c'est sûr, parce que c'est pas facile de se faire fesser comme ça à tous les nuits, là. Tu sais, manger un coup, il n'y a pas personne qui va présenter l'autre joue pour vrai, là, tu sais, impossible, là. Coupé. Des fois, on se fait tordre les mains, les doigts. On mange des coups de poing aussi à la figure, ça m'est déjà arrivé aussi. La démence, comme les maladies d'Alzheimer et de Parkinson, les troubles cognitifs et la confusion sont des facteurs de risque de violence. Dans nos CHSLD, 60 de la clientèle présente des troubles cognitifs et 20 souffrent de troubles mentaux et de problèmes de comportement. En longue durée, on a nos membres qui se font agresser sexuellement presque sur une base journalière. Que ce soit se faire pincer les fesses, pincer un sein, faire prendre les cheveux, etc. Mais le problème qu'il y a souvent dans ces cas-là, c'est que la personne, c'est en CHSLD, en longue durée, elle ne peut pas sortir de l'édifice parce que, dans le fond, elle a besoin de soins assez importants, ce qui fait qu'on tourne en rond parce que le patient demeure dans l'établissement. Ce milieu-là est violent, qu'il y a des problèmes. Beaucoup de pression. Et on n'a pas le temps de parler aux familles, on n'a pas le temps de parler aux patients, on n'a pas le temps de prendre le temps. La personne qui est un peu confuse, là, elle ne sait pas trop elle est où, là. Puis elle ne sait pas trop ce qui y arrive. Puis, t'en as 17 de même. Je l'arrange avec des côtelettes. La lasagne. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait avoir la côtelette de porc? Où là, ils sont tous assis, puis il faut que tu te dépêches à les faire manger. Ça, c'est quand ils sont pas tout seuls dans leur chambre. Puis on se pose la question, pourquoi qu'elle est violente? Je sais pas. Ça n'a pas de sens d'avoir peur des représailles de l'employeur, mais c'est sûr, tout, là, le moins de petite affaire, c'est tout de suite des menaces de mesures disciplinaires ou un avis verbal. Puis la deuxième fois, puis ça peut aller jusqu'à la suspension. Caroline est infirmière dans un CHSLD. Elle tenait à condamner la violence à son travail, mais n'ose pas le faire à visage découvert. Cette mère de famille monoparentale craint de perdre son emploi si elle dénonce son milieu de travail qu'elle juge non sécuritaire et les agressions qu'elle subit. Comme cette fois où le fils d'une bénéficiaire a dépassé les bornes. Quand on a fait notre tournée de sécurité, nous, pour voir si tout le monde respire, fait que là, on a regardé savoir si ça respirait. On l'a tourné de côté. Et il était assis dans le fauteuil. Puis on l'a comme pas vu.
rhabille pas comme faut. Vous êtes juste des folles, puis vous êtes pas bonnes. On va toutes vous tuer. Toute la gang. On voulait mourir, là. Le cœur, il nous a débattus. Il n'y a rien qui a été déclaré à la police. Si ça dégénère, on n'a pas d'agent de sécurité, on n'a pas de bouton panique, on est vraiment démunis, puis on est laissé à nous autres mêmes, là. On est encore dans les années 40. Les gens n'en parlent pas. Ils veulent pas dévoiler. Fait qu'il n'y a pas vraiment de mesures qui sont prises. Il y a très certainement une crainte vis-à-vis le dévoilement de gestes à caractère violent. Et qu'on pourrait presque appeler une omerta. Crainte d'être jugé négativement. Crainte aussi de ne pas avoir de promotion si on montre qu'on n'a pas l'étoffe d'un intervenant solide avec une bonne carapace. Tant que les travailleurs ne parleront pas ou ne déclareront pas la violence qu'ils vivent, bien, l'employeur n'aura pas le devoir de s'ajuster. Ça, c'est le formulaire de déclaration d'incident d'accident au travail. Donc, si un personnel du côté hospitalier qui a eu un événement d'incident ou d'accident, donc ça veut dire ça englobe tout. Violence, il a été menacé, quelque chose de significatif qu'on doit déclarer à l'hôpital. C'est le formulaire que tu dois remplir. Mais pour le retrouver, moi, il faut que je demande à quelqu'un, il est où ça? Puis souvent, on me dit, ben attends un peu, on va chercher. Comme la plupart des papiers à l'hôpital, on va vous dire. L'autre affaire, c'est que je pense qu'il y a plein de monde qui ne sont pas encore au courant de ces procédures-là, des circonstances. Lorsque j'ai passé le questionnaire, je me suis rendu compte que mes collègues déclaraient très peu les agressions qu'ils subissaient. Même que 90 des cas d'agressions physiques ou verbales qui ont été subies n'ont pas été déclarés. C'est des agressions qui sont comme parties au vol comme ça, puis que personne ne sait. Si on porte plainte, souvent, ça va être sur notre corps de travail. On laisse nos collègues, on laisse nos patients. Là, je sais, j'ai telle chose à faire et tout ça, je vais être en retard, je vais avoir de la misère à arriver et tout ça. Ça met une pression supplémentaire aussi. Quand on regarde, bon, le résultat après, est-ce qu'il va y avoir un résultat ou est-ce que, finalement, c'est un coup d'épée dans l'eau? Fait que souvent, on lâche prise. Il ne sait pas encore s'il va donner congé, il attend l'hémoglobine glycée. Puis on fait des signes de vie. Je pense que le manque de temps en est pour beaucoup, mais aussi parce que on a banalisé ces événements-là. En tant que professionnel, on dit que, bon, on est là pour soigner, on est là pour aider les gens. Puis, souvent, ces agressions, autant physiques que verbales, bien, c'est pas toujours voulu de la part des patients. Comme ça. Je vais prendre l'autre bras ici à cause du soluté. Okay. Moi, j'appelle ça, dans mon jargon, le syndrome de Mère Teresa. On aide les gens, c'est notre but. On a décidé d'être infirmière, préposée, auxiliaire, mais il faut s'aider aussi soi-même. OK. Fait qu'on va... Je vais aller voir le résultat de test que vous avez passé. Parce que là, c'est ça la raison de votre consulte, que vous venez nous voir pour ça. Puis... Tout acte de violence verbale ou physique n'est pas toléré et entraînera des conséquences allant de l'expulsion de l'établissement jusqu'à des poursuites judiciaires. Donc maintenant, violence verbale et physique, c'est tolérance zéro dans le CHU. Ça vient tout juste d'installer, ça fait à peu près quelques jours. On a mis des pancartes un peu partout là, à l'urgence, à des endroits stratégiques là, pour essayer d'éviter un peu l'augmentation de la violence. Les directions des établissements de santé s'éveillent tranquillement à la réalité de la violence. Il faut dire que les conséquences sont nombreuses pour les victimes et les témoins. Les coûts pour l'ensemble de la société sont astronomiques. Selon la CSST, actuellement, les lésions physiques causant un arrêt de travail causé par la violence, si on prend tout le monde couvert par la CSST, 42,7 des arrêts de travail à cause de la violence, c'est du personnel médical. On n'arrête pas de crier « il manque de docteurs, il manque d'infirmières ». Bien, si on évite qu'il soit un arrêt de travail, si on évite qu'il y ait des conséquences à long terme, on a peut-être plus de monde, justement, qui serait là pour aider des patients. On a tous les chiffres et on l'a par type d'établissement.
Fait qu'il n'y a pas personne qui va venir me dire qu'il ne sait pas. Quand une infirmière comme Rose est en arrêt de travail depuis plus d'1 an et demi, la facture est salée. Il a été démontré qu'un employé en arrêt de travail coûte de 4 à 6 fois plus cher à l'ensemble de la société que son salaire habituel, à cause des indemnités, des coûts de remplacement et de la perte d'efficacité. Je me suis jamais sentie supportée par le système. Tu peux pas traiter le personnel comme des robots ou comme des numéros, puis c'est souvent, dans la très grande majorité du temps, c'est ça. Que s'il y aurait une prévention qui se ferait plus efficacement, on sauverait beaucoup d'argent dans le système de santé. Non seulement en coût de CSST, mais aussi en coût d'assurance salaire. Mais l'assurance salaire, c'est quand même un coût que l'employeur et la société ont à payer. Les syndicats réclament depuis longtemps que la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la CSST, prenne le dossier de la violence dans le réseau de la santé aussi sérieusement que ceux des accidents de travail dans d'autres milieux. Michel a 37 ans, costaud, sportif. Michel est en amour par-dessus la tête avec sa belle Josée. Ils ont prévu partir demain soir sans les enfants. Un petit voyage bien mérité. Regardez dans la construction, la foresterie, où sont des dossiers prioritaires. Le milieu, quand il devient prioritaire, ce qu'on va voir, c'est qu'il va y avoir de l'investissement, de la formation, des outils, l'encadrement approprié à ce milieu-là. On est une profession, puis on mérite le respect, là. Pourtant, une campagne de sensibilisation sur la violence dans le milieu hospitalier, je n'ai pas vu. Je pense qu'on devrait en faire. Au lieu de subir, payer des psychologues ou payer des gens pour nous ramasser après, on a la prévention et on subirait pas. Quand on veut faire quelque chose d'une priorité, on met des moyens en place et ça l'avance. Est-ce qu'on pourrait, au niveau de l'État, d'en faire une priorité? C'est des choses qui sont inacceptables. C'est des choses que on va prendre d'autres corps de métier puis qui ne seront pas tolérés. Pourquoi nous, en tant que professionnels de la santé, il faut le tolérer? Parce qu'on a le don de soi, parce qu'il faut aider les gens? Il faut faire quelque chose parce que ça a de nombreuses conséquences. Outre un déclin de la santé mentale ou de la santé physique des soignants, bien, il y a évidemment le déclin aussi possible de la qualité des services. C'est-à-dire, je m'approcherai moins de mes patients, de mes usagers, parce que il y a un danger qui existe. À peu près seulement qu'un travailleur sur 2 qui reviendrait dans ses fonctions, celles qu'il occupait avant l'arrêt de travail. Donc, il y en a environ 1 sur 2 qui pourrait soit changer d'emploi, soit de poste, ou qui aurait même quitté le milieu de travail. Je ne suis pas l'exception. J'ai d'autres collègues aussi qui sont réorientés. Je m'ennuie du lien de relation d'aide que je peux avoir avec le patient. Ça, c'est quelque chose qui me manque. Aussi, le travail est quand même intéressant à l'hôpital. C'est pas quelque chose qui est déplaisant, c'est les conditions autour. Ça, le fait de se faire blesser, tu sais pas si tu vas revenir chez toi blessé ou non le soir. Pour moi, je serais tout le temps préposé aux bénéficiaires. C'est sûr qu'on y pense, de ne plus faire ce travail-là. Ou on se dit, quand on est dans des situations, on se dit pourquoi j'ai choisi ça, là. Et des fois, on finit notre nuit de travail, notre quart de travail, puis on se pose la question, est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Je me demande si ça vaut vraiment la peine de retourner comme infirmière, parce que c'est à quel prix? Parce que là, j'y ai laissé ma santé. On est en restriction de personnel, la population est vieillissante, et puis s'il faut qu'on perde les gens qui sont passionnés, on se tire une balle dans le pied. Les employeurs
et le ministre, les directions vont peut-être dire, ben, ouais, là, on est dû pour prendre ça au sérieux. Le personnel ne mérite pas ça.